Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La Pensée et les âmes de ce matin et je vous remercie pour votre fidélité. Multiculturalité, interculturalité, ce sont des mots que nous entendons tous les jours. Mais qu'est-ce que ces mots veulent dire? Quels sont les concepts qu'ils recouvrent et comment les laïcs les comprennent-ils? Eh bien, nous vous proposons une réflexion sur ces deux termes, réflexion sous la forme d'un reportage proposé par le Centre d'action laïque. Vous verrez ce reportage après notre générique. Bienvenue dans l'émission La Pensée et les hommes, consacrée aujourd'hui à la laïcité et l'interculturalité. Alors pour parler de ce dialogue des cultures, j'ai à mes côtés Nouria Wali et Jean-Philippe Schreiber. Bonjour. Bonjour. Alors Nouria Wali, vous êtes sociologue à l'Université libre de Bruxelles. Oui, je suis chargée de recherche au Centre Métis à l'Institut de sociologie. Jean-Philippe Schreiber, bonjour. Vous êtes historien et vous enseignez également dans cette même université. Effectivement, au Centre interdisciplinaire d'études des religions et de la laïcité. Alors avant toute chose, je vous propose de regarder un premier reportage. Nous sommes allés sur le terrain, rencontrer des observateurs, des citoyens engagés et ils nous ont donné leur définition de l'interculturalité. Avant d'essayer de définir l'interculturalité, il faut parler de multiculturalité. Je le dis dans mon spectacle, la multiculturalité, c'est une forme polie pour dire bougnoule. Donc moi, ça ne m'intéresse pas. Ça pousse les communautés dans un repli. Et moi, je ne suis pas pour le repli communautaire. L'interculturalité m'intéresse un peu plus parce qu'il y a une intersection avec une intersection dans laquelle nous pouvons véritablement échanger. L'idéal de l'interculturalité sera peut-être le métissage, où on se mélange physiquement et intellectuellement et culturellement. Bon, enfin, ça c'est pas pour demain, mais en tout cas, je prône ce métissage-là. Et donc, avant d'arriver et de passer par tous ces stades, il y a quelque chose que nous connaissons tous très très bien, que nous mettons peu en application, c'est l'universalité. Aujourd'hui, je préfère l'universalisme, l'égalité à la diversité. Parce que même cette diversité, malheureusement, aujourd'hui, elle crée une discrimination et elle crée une exclusion. Pour moi, la question de l'interculturalité, d'une certaine manière, c'est un faux débat. Parce que quelque part, aujourd'hui, on vit ensemble sur un même territoire. Alors, on a des origines culturelles, sociales, cultuelles, philosophiques différentes. L'enjeu réel, au travers de cet enjeu du vivre ensemble, c'est la question de la mobilité. De pouvoir permettre à tout à chacun de pouvoir se mouvoir dans la ville, de pouvoir se mouvoir dans la société. Et force est de constater qu'aujourd'hui, la question de l'égalité d'accès à toute une série d'espaces, de services, sont pas toujours faciles pour toute une frange de la population. Les politiques publiques aujourd'hui investissent des moyens financiers assez importants pour pouvoir encourager dans notre société ce qu'on appelle la cohésion sociale, la rencontre entre les différents groupes culturels et communautés. Donc il y a de plus en plus aujourd'hui, plus qu'hier, une volonté vraiment de créer des liens et de faire en sorte qu'il y ait un mieux vivre ensemble. En Maison de Jeunes, avant de parler d'interculturalité, pour moi, il y a lieu de travailler sur la question de la multiculturalité, c'est-à-dire d'avoir une réflexion, qu'est-ce que je mets en place pour que des jeunes de cultures au sens large, différentes, fréquentent la Maison de Jeunes. Et puis après, peut venir la question de l'interculturalité, où il y a cette notion... Là, comment je fais en sorte que ces jeunes interagissent entre eux, se connaissent, et donc là, on parle pour moi réellement d'interculturalité.
je ne sais même plus trop ce que c'est que l'interculturalité. Et c'est en tout cas un concept dont je me méfie. Je vais dire pourquoi. Parce que je me méfie d'une manière générale des identités. Moi, ce qui m'intéresse dans les gens, dans les êtres humains, c'est leur subjectivité. Subjectivité, c'est toutes les dimensions. Et donc, de commencer à isoler ce qu'on appelle la culture, c'est-à-dire en général quoi, la religion, la langue, la mémoire, la nation, d'isoler cela et puis de commencer à dire qu'il faudrait composer la société avec voilà, des cultures ainsi définies, c'est-à-dire en fait des identités, c'est quelque chose qui me fait peur et c'est quelque chose qui me fait d'une certaine façon de plus en plus peur. Et donc moi je trouve qu'il vaudrait mieux partir des subjectivités. Une subjectivité elle est complète, c'est toutes les dimensions de l'existence et puis de regarder comment les gens vivent concrètement dans l'emploi, dans le logement, dans l'école. Voilà, alors on vient de les entendre tous. J'avais envie de vous demander quelle est pour vous la définition avec laquelle vous seriez la plus proche en fait, concrètement. En ce qui me concerne, je retiendrai deux éléments de la notion d'interculturalité, comme on le voit, qui est extrêmement complexe, interprété de manière très différente selon les uns et les autres. On met davantage la dimension sociale en évidence, d'autres c'est plutôt la culture et certaines cultures. Donc premier élément, c'est que l'interculturalité ne concerne pas seulement les cultures immigrées, mais elle concerne l'ensemble des cultures qui se côtoient, en particulier dans les villes, dans les zones urbaines. Il y a une multiplicité et notre pays est bien placé pour le savoir. Donc ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, c'est qu'il y a une interaction entre ces cultures et que c'est quelque chose de dynamique. Il y a une influence réciproque et il n'y a pas une culture qui bouge et les autres sont figés. Donc ça, c'est extrêmement important parce qu'il y a un effet miroir, au fond, et une influence qui permet à l'ensemble de ces cultures, justement, d'être dynamiques et de bouger. Et vous, pour vous, votre observation et votre opinion par rapport à ce qu'on vient de voir, quelle est-elle ? D'abord, les mots que l'on entend, multiculturalité, interculturalité, ce sont des mots très difficiles à prononcer. Alors, moi, en général, je ne les utilise pas. Notre société est diverse, elle est plurielle. C'est le constat qu'on doit faire et ça fait longtemps que notre société est à ce point diverse et plurielle. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de crispations parce que, au moment où nous entamons le XXIe siècle, des personnes qui sont discriminées parce qu'elles ont difficile à accéder à l'emploi, parce qu'elles ont difficile à accéder au logement, souhaitent que l'on entende leur doléances et souhaitent que l'on entende le fait qu'elles réclament de la dignité. Je crois que c'est ça l'essentiel, c'est que dans une société comme la nôtre, toutes les catégories de la population doivent avoir de la dignité, doivent être reconnues pour ce qu'elles sont, des citoyens qui ont droit à l'égale dignité. Et donc, pour ce faire, je crois qu'il faut accepter, prendre des mesures qui visent à rendre cette dignité. Il faut faciliter l'accès à l'emploi, il faut faciliter l'accès au travail. Et le faire, c'est ne pas accéder à ces nécessaires reconnaissances symboliques que sont les demandes culturelles ou religieuses. Je crois que c'est pas là que se situe le problème. Le problème, c'est un problème socio-économique. Et c'est à ça qu'il faut être attentif. Les demandes d'identité ne sont en fait que la traduction symbolique de demandes visant à rencontrer ces dignités dans la vie sociale. Et en ce qui concerne les discriminations, on assiste à un glissement. Il y a 15 ans, quand on parlait de discrimination, c'était la lutte en fait contre le racisme. Aujourd'hui, c'est la discrimination religieuse et du particularisme identitaire. Je me trompe ? C'est-à-dire que, en fait, on a davantage effectivement on s'est davantage positionné sur la question de l'égalité de traitement et de la lutte contre la discrimination. Et depuis le milieu des années 2000, en fait, il y a véritablement un glissement vers la promotion de la diversité, ce qui est fondamentalement très différent. C'est-à-dire que d'un côté, on est sur une logique de droit et collective, ce qui fait que les acquis en matière d'égalité de traitement bénéficient à l'ensemble de la société, tandis que quand on est sur la promotion de la diversité, on est dans l'entreprise, on est sur une logique individuelle et on reste dans la compétition tout en exaltant en fait les différences.
Et donc l'enjeu pour notre société qui se fonde sur les questions d'égalité, c'est très important. Alors concrètement, je vais vous retourner une question que vous posez vous-même dans un ouvrage qui a été édité récemment qui s'appelle Des lumières contre elle-même, et vous dites quand une femme refuse d'être soignée par un médecin en raison de son sexe, où est la discrimination et finalement le respect des convictions doit-il admettre le sexisme? Alors c'est tout l'enjeu aujourd'hui, à savoir que des populations qui n'ont pas été pendant longtemps admises à l'égalité, il faut bien le reconnaître, aujourd'hui tentent d'obtenir la reconnaissance de droits par d'autres canaux, par d'autres moyens. Et ça passe par ces aspects symboliques qui sont les demandes culturelles et religieuses. Et là, il s'agit de mettre des limites parce qu'il s'agit de savoir vers quel type de société l'on va. Effectivement, il faut peut-être quelquefois, pendant quelques temps, prendre des mesures qui visent à corriger les inégalités pour assurer une meilleure égalité dans une société démocratique. Mais on ne peut pas pour autant remettre en cause l'ensemble des principes qui dictent ce que doit être une démocratie, notamment en matière d'égalité. L'exemple que vous citez en est un excellent exemple, puisqu'il s'agit là de l'égalité entre l'homme et la femme, qui ne peut pas souffrir évidemment de contestation. C'est un point de vue que vous, en tant que sociologue, vous défendez également ? Je pense que si la décision est subjective, pour moi, ça ne pose aucun problème. Il y a des tas d'autres femmes de toutes les cultures qui refusent de se faire soigner par un homme pour des tas de raisons, de pudeur, de peu importe quoi. Là où ça devient effectivement plus problématique, c'est quand c'est imposé par un homme ou quelqu'un d'autre et que ce n'est pas véritablement la décision de la personne concernée et que ça met en danger la vie de la personne. Bien entendu. Je vous propose de nous pencher sur un nouveau chapitre de notre mission. Nous sommes rendus au sein de l'ASBL Ulysse, qui est un service de santé mentale qui aide et qui prend en charge des personnes exilées. Ulysse, c'est un service de santé mentale qui s'occupe d'aide et de prise en charge psychologique et psychosociale pour personnes exilées. Toutes les personnes qu'on reçoit, c'est des personnes qui ont eu à quitter leur pays d'origine dans des contextes qui n'allaient pas de soi. C'est un déchirement dans 99% des cas. L'exil, c'est effectivement un processus difficile de déracinement et de perte de repères. Je vais aller faire une copie de ça et je vous l'apporte. D'accord ? Les personnes que nous recevons sont toutes originaires de pays où le religieux est beaucoup plus présent qu'ici, où il n'y a pas une culture de la laïcité comme c'est le cas ici. Et donc que pour l'écrasante majorité des personnes qui viennent, la dimension religieuse est un des facteurs inhérents à leur manière de se penser au monde et par rapport aux autres. Donc la dimension religieuse est un des facteurs inhérents de se penser au monde et aux autres. Je répète cette phrase qu'on vient d'entendre et qui est importante parce que peut-être que certains craignent dès lors que la laïcité, qui est peut-être mal connue dans certains pays d'origine, que cette laïcité risque d'amener certains hommes et certaines femmes à un repli, à un communautarisme. Qu'en pensez-vous ? Donc je pense qu'il est un peu réducteur de dire que la laïcité n'est pas connue par ces populations de manière générale. Je pense qu'il y a des cas comme le Maghreb où, même si la religion reste une religion d'État, sur le plan des pratiques, il y a vraiment des pratiques de laïcisation. Alors évidemment, et dans le cas contraire ? Prenons le postulat qu'effectivement une personne exilée chez nous n'ait pas conscience, n'ait pas connaissance plutôt de la laïcité, qu'elle soit politique, bien entendu. Je crois que les replis religieux communautaires, ce n'est pas seulement lié à ça, une méconnaissance de la laïcité, mais c'est un rapport social qui fait que si on est systématiquement stigmatisé sur sa religion, si on a un certain nombre d'interdits ou de stigmatisation par rapport à sa religion, alors ce que j'observe en tout cas notamment à Bruxelles, c'est véritablement des tas de gens qui avaient une identité religieuse, disons, modérée, se sont davantage accrochés à cette identité-là parce qu'elle était tout le temps incriminée. Et donc, je ne crois pas que c'est comme ça, c'est parce qu'on n'a pas connu la laïcité qu'on est nécessairement dans les logiques de repli. Je pense que... La question était, est-ce que la laïcité peut pousser à ce repli ? Je ne crois pas. Si la laïcité est bien expliquée,
parce que effectivement un certain nombre de populations comprennent la laïcité comme l'athéisme. Donc dans ces cas-là, effectivement, qui est en fait la laïcité philosophique. Tout à fait. Donc dans ce cas-là, effectivement, il y a un risque de crainte pour sa propre identité religieuse. Mais si on comprend que la laïcité est mettre dans le privé, garder dans le privé les questions religieuses, alors je pense que des tas de gens adhèrent complètement à ce principe et même le revendiquent aujourd'hui, y compris des gens qui réclament des droits religieux. Jean-Philippe Frébert, votre opinion? Je crois que de ce point de vue, on ne peut pas isoler systématiquement les personnes d'origine étrangère. C'est-à-dire que nous avons tous des façons différentes d'être au monde. Et l'équilibre subtil à atteindre dans une société, c'est à la fois de respecter les identités, de respecter les manières différentes d'être au monde, de respecter les différences philosophiques ou convictionnelles, et tout à la fois, dans le respect de ces différences, qui doivent être aussi peut-être cultivées, trouver un vivre ensemble qui repose sur un socle très fort de valeurs communes. Et je pense que le propos de la laïcité, c'est précisément de mettre l'accent sur ces valeurs communes et de défendre une société où les identités, le convictionnel n'interfèrent pas avec ce qui permet aux gens de vivre ensemble, ce socle commun. Je crois que si cet équilibre est respecté, la citoyenneté active peut se construire. Mais c'est un équilibre très subtil à réaliser, effectivement. Cette interculturalité peut aussi amener la démocratie à s'interroger, à réinterroger ses balises en fait, et peut-être même remettre en cause, pour certains, et c'est là le danger, remettre en cause des acquis sociaux. Vous pensez ça ? Je crois que c'est au fondement même de l'interculturalité, c'est-à-dire que les partenaires dans cette communication, dans cette interaction, s'interrogent chacun sur leurs propres valeurs et leur propre image, leur propre identité. C'est ce que je disais tout à l'heure en introduction, c'est-à-dire qu'il y a une influence nécessairement réciproque. Et alors évidemment le danger, c'est que l'une ou l'autre se fige, se distingue et arrive effectivement dans un repli, alors que c'est une nouvelle construction qui est en cours et donc la communication dans ce sens-là est vraiment extrêmement importante. Il me semble que ce qui est essentiel, c'est de garder le lien, de garder la communication, de garder les échanges et afin de permettre de bien se comprendre pour permettre alors de créer un socle commun à toutes ces cultures. En tant qu'observateur, vous avez l'impression que les choses sont mises en place justement, comme le disait d'ailleurs un des intervenants dans le premier sujet, qu'il y a vraiment des politiques très concrètes qui sont mises en place pour gérer en fait cette communication. On vit dans un pays où les politiques en matière de diversité sont assez actives. Alors il reste beaucoup de choses à faire, mais ça montre que nos sociétés sont dynamiques et se réinventent en permanence. Je crois que ce qu'il faut dans ces politiques, c'est éviter que l'on aille vers une situation où, comme on le dit souvent, on ethnicise les rapports sociaux. C'est-à-dire que votre interlocuteur ne soit vu qu'en fonction de son identité, qu'une jeune fille à l'école ne soit vue qu'en fonction du foulard qu'elle porte éventuellement, et que dans l'entreprise, quelqu'un qui souhaite pratiquer sa religion quelques instants en se démarquant des autres ne soit vu qu'à travers sa différence religieuse ou culturelle. Ça, je crois que c'est la balise qu'il ne faut pas dépasser. Merci. Je vous propose de rentrer dans un autre volet de notre émission avec un reportage qui a été tourné à Bruxelles laïque où un public de primo-arrivants sur base volontaire ont rejoint le CPAS de Schaerbeek dans un programme qui s'intitule Intégration citoyenne. Vous allez le voir, certains ont désiré garder l'anonymat. Bonjour tout le monde, bienvenue à Bruxelles laïque. Entrez, je vous... Ces personnes font partie d'un programme d'ateliers citoyens. Ce programme est une formation d'une centaine d'heures qui s'adresse aux personnes qui sont venues d'ailleurs et qui souhaitent s'insérer dans la société. Et cette partie-ci clôture le programme avec une rencontre avec Bruxelles laïque pour dégager des pistes de comment se retrouver avec ses propres valeurs et avec les valeurs du pays d'accueil. La laïcité, ça veut dire plus de justice, plus de droits, l'égalité pour tous. Ça ne veut pas dire pas de religion, ça ne veut pas dire on va imposer notre point de vue aux gens. Non, c'est défendre le droit, c'est défendre la liberté, c'est lutter contre les discriminations. Le programme en tant que tel s'appelle de la communauté d'origine à la communauté de valeurs.
Donc, ça veut dire quoi? Ça part du principe que nous, on considère que la laïcité, c'est du lien. Voilà, c'est un enjeu permanent de notre quotidien, auquel chaque fois il faut construire une réponse ensemble, qui ne soit pas de l'ordre de la domination, par exemple. C'est pour ça que souvent je dis aux gens, vous êtes vraiment dans la définition d'une relation interculturelle quand vous renoncez à contrôler l'autre. Si on me crie pas dessus, moi je suis prêt à entendre à peu près tout, même si je suis pas d'accord avec ce qu'on me dit. Même les gens qui disent que tous les Noirs sont des sales types, je peux l'entendre, même si je suis pas du tout d'accord avec ça. C'est ça qui est intéressant dans la liberté d'expression, c'est que chacun puisse dire ce qu'il a à dire et que l'autre puisse l'écouter, même si on n'est pas d'accord. Alors Nouria Wali, pendant le reportage, vous avez réagi et vous avez dit quelque chose de tout à fait sensé. Finalement, c'est bien d'expliquer la laïcité aux primo-arrivants, mais c'est peut-être bien aussi de le rappeler à tout à chacun. Ben, je crois en effet que ça vaudrait la peine d'enseigner, de réexpliquer de manière générale cette notion de laïcité, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle signifie de manière très concrète, etc. Et parce que si on fait un petit sondage dans son entourage, très peu de gens ont une connaissance fine, je dirais, de cette notion. Alors, si on pense aux écoles, par exemple, c'est une notion généralement que chez les élèves ou les étudiants est peu connue. Et la question de l'interculturalité, par exemple, n'est pas un souci si on le prend dans ce sens le plus négatif au fond. Donc les questions culturelles, etc., posent relativement peu de problèmes. Il y a eu des sondages, notamment en France, qui ont montré que par exemple, la question du voile n'était pas du tout une préoccupation des élèves, c'était davantage une préoccupation des enseignantes et pas des élèves. Donc dans l'interaction entre les jeunes, ce n'est pas quelque chose qui est vécu de manière problématique. En revanche, replacer le religieux et la laïcité dans un contexte en expliquant notamment les mouvements migratoires, mais pas que, je pense que ce serait tout à fait bénéfique pour l'ensemble de la société. Oui, cependant, Jean-Philippe Schreiber, il y a quand même une question que l'on se pose, c'est comment gérer les pratiques et l'expression des convictions dans nos écoles publiques. Alors, je crois que l'école est vraiment le lieu le plus fort, le plus symbolique qui peut représenter le mieux les enjeux de notre société d'aujourd'hui et de ses défis. Et l'école est à la fois l'endroit où il faut le plus nettement mettre les balises pour que l'expression de la diversité n'entrave pas ce socle de valeurs communes dont nous parlions il y a quelques instants, mais en même temps, l'école doit être aussi le lieu par excellence où l'on peut promouvoir la diversité, la compréhension de la diversité et le regard que l'on porte sur la différence de l'autre, puisque nous sommes tous différents, tout en étant tous égaux. Et donc c'est là peut-être le laboratoire de ce qu'il faut parvenir à faire dans l'ensemble de la société, c'est-à-dire à la fois accentuer la compréhension de l'autre, le dialogue des cultures, l'apprentissage de la différence, et en même temps cultiver tout à la fois ce qui rassemble, ce qui égalise les citoyens, parce que pour émanciper les citoyens, il faut à la fois être dans le respect de ce qu'ils sont, mais en même temps les faire adhérer à un projet commun. Une société ne peut pas exister sans projet commun. Et ne faire que assurer des droits collectifs, ne faire que respecter les identités au point de les promouvoir dans la singularité des individus, ça ne fonctionne pas. Il faut un projet commun et l'école, effectivement, est le lieu et le laboratoire de cette tentative. Oui, et où se jouent des débats extrêmement complexes et compliqués, avec notamment des questions comme comment gérer, par exemple, ceux et celles qui refusent d'assister à certains cours, à certains voyages scolaires. Quand je dis cours, on pense évidemment le cours de natation, le cours de biologie et j'en passe. Comment faire face à ce refus pour des motifs religieux, bien entendu? Je crois que l'école a connu de tout temps des situations-là. De mon époque, j'ai connu des filles qui ne participaient pas à certaines activités pour des raisons économiques. Ce n'était pas le culturel qui intervenait, mais c'était plutôt pour des raisons économiques. Donc, je crois que ce qui est important ici au sein de l'école, c'est de comprendre pourquoi, d'expliquer. Je pense que
le besoin d'explication est à la fois nécessaire, à la fois pour la reconnaissance des personnes, je crois qu'il y a quelque chose de vraiment symbolique à ce niveau-là, et en même temps qui est bénéfique pour l'ensemble des jeunes qui peuvent accéder à cette connaissance. Tout en gardant quand même ce terrain marqué de cette impartialité. La Belgique est un pays qui traditionnellement est un pays de négociation, où l'on tente en permanence de trouver des solutions qui passent par le dialogue. Et donc on est un pays très pragmatique et je pense que dans tous les secteurs de la société, ce pragmatisme doit être cultivé. Donc il faut essayer de trouver des solutions locales sans nécessairement passer par la législation. Mais en revanche, on ne peut trouver de solutions pragmatiques à des situations données qu'en étant en même temps très attentif à mettre des balises. L'instruction est obligatoire, les élèves doivent aller à l'école et par ailleurs, les programmes sont intangibles, on ne peut y toucher sous prétexte de revendications identitaires. Il faut essayer de jouer sur les deux tableaux à la fois, ce qui n'est pas facile, mais ce qui est le défi de notre société d'aujourd'hui. Et d'après vous, la laïcité peut être un outil pour y arriver ? Certainement, si elle est bien expliquée, si elle est bien comprise, à mon avis, je pense que les jeunes en particulier ne peuvent qu'y adhérer parce qu'elle est bénéfique en fait pour l'ensemble des groupes qui constituent cette société et donc je crois effectivement qu'elle ne peut être que bien accueillie. Je vous remercie tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis.